Avant de parler du Togo où le gouvernement décrète l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes, on continue un peu notre périple à Dakar. Bref, au Sénégal, on parlait de Yehu Askan, oui, qui annonce une nouvelle mobilisation pour vendredi après la mobilisation du 8 juin passé. Et on parlait un peu de la constitution de ce pays qui a été modifiée pour la première fois par le président actuel, Macky Sall. Heureusement, on a un juriste parmi nous, Gabin Adjao. Voulez nous départager peut-être en apportant votre touche? Oui, Macky Sall, il était dans l'exécution de son premier mandat, qui était de 7 ans, avant de modifier la Constitution. Ce qui veut dire que ce mandat-là est toujours valable. Ce mandat-là est valable. Si le mandat avait fini, s'il avait déjà fait 7 ans, avant maintenant de voter une nouvelle loi, on peut considérer que le premier mandat de 7 ans est nul. Mais là, il était dans l'exécution de ce mandat-là. Maintenant, on peut dire qu'il a seulement un mandat à faire. Il peut faire encore un mandat de 5 ans. Mais ne pas revenir sur la base que le premier mandat était nul. Le premier mandat n'était pas nul parce que c'était dans l'exécution de ce mandat-là qu'il avait apporté ce nouveau projet de loi et la constitution a été de nouveau revisitée. Donc, du coup, aujourd'hui, il a encore, après la fin de ce mandat, il a la possibilité de postuler pour un nouveau mandat. C'est ça? Donc il a encore la possibilité de faire un nouveau mandat en 2024. Il a fait 7 ans. Il avait déjà fait 7 ans. Il a déjà fait 7 ans. Bien ce qu'il dit. Il a déjà fait 7 ans. Mais dans l'exécution de ces 7 ans-là, il avait apporté une nouvelle touche à la Constitution qui apporte 5 ans. Ça veut dire que ces 7 ans-là comptent. Voilà. Ça compte. Voilà. Puisque s'il avait passé 7 ans, il n'allait pas apporter une nouvelle touche. Il n'allait pas être chef d'État. Tout à fait. Maintenant, c'est grâce à ces 7 ans-là qu'il apporte maintenant une nouvelle touche pour dire que bon, maintenant, le mandat est limité à 5 ans. Maintenant, il peut faire encore 5 ans. Voilà. Et puis, il va quitter le pouvoir. Donc, il fait 5 ans à partir de 2024. Non, c'est ce qu'il dit. Il fera 12 ans. Non, 12 ans, c'est en 2024. Théoriquement, il ne peut plus se représenter en après 2024. Voilà. Non, attendez. Ce que ces lieutenants sont en train de dire. La question toujours à vous. Est-ce qu'on peut apporter une touche après les élections du 31 juin? Dans l'hémicycle, bien sûr. Oui. Ils ont la possibilité d'apporter une nouvelle touche. Et je pense que c'est le combat qu'ils sont en train de faire. C'est le combat justement que Yehu Askan est en train de faire. Ousmane Sanko l'a dit, l'objectif pour le président, c'est l'hémicycle pour changer la chose. Oui, s'il arrive à remporter la majorité au cours de ces élections-là et apporter une nouvelle touche à la Constitution, ça veut dire que le mandat qu'il est en train de faire, les mandats précédents sont nuls. Voilà. Et il peut encore se représenter en 2024 et arriver jusqu'à 2029 pour pouvoir finir. Non, regardez de ce qui me sent que non, attendez une seconde. Mais s'il apporte encore une nouvelle touche à la nouvelle constitution, à la constitution, ça veut dire à partir de 2024, il aura encore la possibilité de faire 2 mandats. Non, un mandat. Non, une seconde. Non. Regardez par exemple. En exécution compte toujours. Non, attendez une seconde. Ça veut dire il est venu avec un mandat de 7 ans, avec une constitution qui parle de mandat de 7 ans. Et dans cette constitution, il modifie la constitution. Ça veut dire, maintenant, ça devient une nouvelle loi. Oui. Ça devient une nouvelle loi. Et dans cette nouvelle loi, on parle de 2 mandats. C'est ça, en fait. Macky Sall n'aura pas la possibilité. S'il veut, il ne fera pas encore modifier la constitution. Donc, ça veut dire qu'il fait 2 mandats. Il a encore la possibilité de faire une seconde. L'ancienne constitution parle de 2 mandats aussi. Non, attendez. C'est-à-dire, quand on parle du principe de la non-rétroactivité, une seconde. Quand on parle du principe de la non-rétroactivité, c'est là où c'est dangereux. Ça veut dire qu'il modifie la constitution pendant son premier mandat de 7 ans. Maintenant, il modifie la constitution, ça veut dire le premier mandat qui prend fin là. Et il dit, ok, maintenant, la prochaine élection organisée, c'est sur la nouvelle constitution de 5 ans, 2 fois. Donc maintenant, à partir de... C'est ça qu'il a fait. Donc 2019 est parti. À partir de 2019, maintenant, il y a une nouvelle constitution qui organise les élections. Et avec cette constitution, c'est 2 mandats de 5 ans. 2 mandats de 5 ans. Ça veut dire le premier mandat sous la nouvelle constitution quitte à partir de 2019. Et ça prend fin à 2024. Maintenant, le second mandat, à partir de cette nouvelle constitution, quitte à partir de 2024 pour aller à 2029. Donc Macky Sall, juridiquement,
politiquement et au nom du principe de la non-rétroactivité de la loi, a encore la possibilité de faire un autre mandat qui quitte le 2024 à 2025. La loi constitutionnelle est exceptionnelle. Non, attendez. La loi constitutionnelle c'est ce qu'on applique au Togo aussi. Non, ça ce sont des gymnastiques juridiques. On ne va pas rentrer dans les gymnastiques juridiques. Non, une seconde. Ce qu'on nous a appris. Ce qu'on nous vous permettez. Professeur Kogoko, eux tous nous ont appris. C'est ça le principe de la non-rétroactivité. Écoutez, c'est la même chose qui risque d'arriver au Bénin. Une seconde. C'est la même chose. Je sais que c'est Michel qui pose la question. Non, c'est la même chose. Je vais te poser une question. Non, je vais te poser une question. Tu vas me répondre. Non, une seconde. C'est la même chose qui risque d'arriver au Bénin aussi. C'est la même chose qui risque d'arriver au Bénin. Talon aura encore la possibilité, s'il le souhaite, de faire un mandat de plus. Non, je vais te poser une question, tu auras ta réponse dans la question. On va écouter le juriste et après, comme Mayaba. Dans les 7 ans que Macky Sall avait fait, si on veut faire son bilan, on va mettre le référendum dans le bilan ou pas? Oui, on va mettre ça dedans. Ça veut dire que ce mandat-là compte. Non, mais sur la base. Et pourvu que ce mandat-là. Nous ne sommes pas dans le cadre du Togo parce que le Togo, le verrou avait été sauté. Non, il n'y a pas de problème. Au Sénégal, le mandat de 7 ans avait été limité. C'est toujours limité. C'est limité. Ça veut dire que ici, il était resté au pouvoir. Le verrou a été sauté. Excusez-moi. On va chuter avec le Sénégal. S'il était resté au pouvoir. Allez chercher. Macky Sall a encore la possibilité. Je viens. En 2026, il allait arrêter. S'il était resté, il n'avait pas touché la Constitution. S'il n'avait pas touché la Constitution, il allait partir en 2026. Non. En 2026, vous pouvez me donner la parole. Comme vous pouvez me donner la parole. Allez-y. Ici, on est dans un principe de droit. Et alors? Et ce principe de droit voudrait que nous éclaircissions ce qui se passe. Voilà, c'est la règle. Vous avez 3 minutes. On va aller au Togo. Nous sommes en train de dire aujourd'hui qu'au niveau du Sénégal, le mandat est limité. Oui, bien sûr, il n'y a pas de C'est à problème. 2 mandats. Il n'y a pas de problème. Que ce soit une touche qu'on apporte ou qu'on n'apporte pas une touche, un président qui vient au pouvoir fait 2 mandats. Non, il fait 2 mandats, mais sur la base d'une nouvelle constitution. Allez chercher. Le premier Je mandat, vous le dis. Quand vous êtes au pouvoir, vous modifiez la constitution, vous avez la possibilité. Ça devient une nouvelle loi. La loi nouvelle ne dit pas que pour l'avenir. Moi, je parle de ce qui est. Macky Sall, de ce qui est normal. De ce qui est légal. Non, ce que je dis, moi, je ne parle pas. Ce que je dis n'est pas illégal. J'écoute les désolé. Toi, tu es en train de parler de 2 mandats. J'ai la parole, je vais chuter. J'ai la parole. Je dis, il ne faut pas faire le rapport avec ce qui s'est passé avec le Haut-Togo. Non, je viens. Moi, je parle du droit. Sur la droit. loi constitutionnelle, sur la loi Je parle du droit. Oui. Je parle du droit. C'est-à-dire que quand même les lieutenants de Macky Sall, ils parlent d'un mandat. Je vais chuter. Quand on dit par exemple que vous avez fait un mandat, vous êtes dans un mandat illimité. Un exemple, je prends comme ça. Et vous venez faire un mandat après, on saute le verrou, on dit à partir de tel moment, le mandat est limité. Est-ce qu'on va tenir compte de le mandat qui n'était pas limité? Non. Dans ce cas, c'est pourquoi on parle de la loi constitutionnelle. Elle est unique. Maintenant, quand vous venez, le mandat est limité. Vous avez commencé un mandat. En principe, vous devez faire 2 mandats. Vous commencez un mandat, vous apportez des touches ou une modification à la Constitution. Ça veut dire que toujours la limitation de mandat tient. La limitation de madame, mais sur la base. Attendez une seconde. On va quitter le Sénégal. Allez chercher. Non, pas ça. Il me semble que vous vous embrouillez. Ce que je vous dis, allez chercher. Je connais ma matière. C'est ce que je suis en train de dire. Même les lieutenants de Macky Sall, ils disent sur le fait que Macky Sall peut encore faire un autre mandat. Alors que Firmin est en train de parler de 2 mandats. Non, il a fait le premier. Non, ça veut dire Macky Sall a la possibilité de faire encore un mandat de plus. Ça veut dire ce sont des gymnastiques juridiques. Non, c'est au nom du principe de la non-rétroactivité de la loi constitutionnelle est unique. Non, au nom du principe, au nom du principe, et moi, connaissant ce peuple-là, le peuple sénégalais, il ne peut pas y arriver. C'est ce qui est important, on verra parce que c'est un peuple aussi résilient, on voit déjà des manifestations. On va voir. Quand les lieutenants de Macky Sall, une seconde, quand les lieutenants de Macky Sall disent qu'il a encore la possibilité de faire un mandat,
un mandat, ça veut dire à partir de 2024, ils peuvent encore faire un autre mandat. Ça veut dire le premier mandat qui 2019 à 2024 selon la Constitution et selon pas selon la Constitution, selon la nouvelle Constitution. Parce qu'il y a des écoles qui s'affrontent. Il y a des écoles qui s'affrontent. Il y a l'école des opposants et il y a l'école de Macky Sall. Mais ça, c'est l'interprétation. Il y a ce que la loi dit. Non, la loi dit aussi. La loi dit tu es évolué deux mandats. La loi parle aussi du président. Non, la loi parle aussi du président. Et durant ce mandat-là, il avait fait élaborer une nouvelle constitution. C'est que ce mandat-là compte toujours. Merci. Je disais qu'on connaît la capacité de résilience, en tout cas du peuple sénégalais. Il y a déjà des manifestations. On va voir si les élections législatives auront lieu le 31 juillet et ce qui va se décider dans l'hémicycle. En tout cas, l'actualité au Togo aussi nous intéresse. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un projet de décret instaurant l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, a annoncé un communiqué publié, c'était le lundi 13 juin. Il s'agit d'une mesure d'exception et elle intervient pour une situation particulière, a expliqué lors d'un point de presse à Koda Yewadan, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. La région des Savanes est la cible d'attaques terroristes et l'État a besoin d'agir vite et efficacement. Cela veut dire quoi? Il y aura présence militaire au nord du Togo, il y aura des contrôles sans doute, ça va être dur dans les savanes. Ça a été expliqué de long en large. Nous avons écouté le ministre Payodoua Koubessi sur la ministre de l'administration territoriale, qui a expliqué de bout en bout comment les choses se feront par rapport à l'état d'urgence sécuritaire. Mais avant cela, rappelez-vous que c'est ça fait partie de comment l'appelle-t-on, des obligations du chef de l'État de prendre l'état d'urgence à cas où le besoin y existe quand même. C'est pourquoi justement l'état d'urgence décrété par le gouvernement répond justement, ce n'est pas une violation, ça répond au principe de constitutionnel, voilà, au principe constitutionnel. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire globalement, c'est parce que ce qui se passe au nord du Togo, plus précisément dans les savanes, préoccupe plus d'un. Nous avons vu récemment l'attaque terroriste qui a fait pratiquement 8 morts. Nous sommes en train de voir que les terroristes sont en train de faire d'immigrer vers le sud du Sahara et donc il faut peut-être prendre des initiatives pour pouvoir bloquer, pour pouvoir endiguer le mal. Et donc aujourd'hui, le chef de l'État et son gouvernement ont pris l'initiative de décréter un état d'urgence sanitaire de 3 mois, justement, et selon dans les termes de référence, si vous me permettez que je puisse quand même appeler les choses comme ça, et selon ce qui est expliqué dans cet état d'urgence sécuritaire, c'est que le ministre a ouvertement dit que donc il y aurait une collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité. Il peut y avoir aussi il peut y arriver à un moment donné qu'il puisse y avoir des descentes musclées pour le contrôle d'identité des populations. Il peut aussi arriver qu'on puisse aller même dans des maisons, peut-être pour des raisons de l'enquête ou peut-être remonter une information liée à tel ou tel. On peut aller peut-être fouiller certaines maisons, mais la population, cela doit se faire dans une franche collaboration avec la population pour démanteler ces réseaux-là. Et puis, souvenez-vous également qu'avec cet état d'urgence sécuritaire, c'est une première du genre que le Togo a pris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans la sous-région, parce que c'est vrai qu'au Burkina, on a connu des cas plus atroces récemment, même courant des dernières semaines. Il y a eu 50 morts. Voilà, il y a eu un carnage. C'est plus de 50 maintenant, on parle de 78 morts. Et donc, tout ça là, je crois que chaque État est en train de chercher des stratégies pour aller ou lutter efficacement contre ce fléau-là. Maintenant, notre inquiétude dans cet état d'urgence sécuritaire qui a été instauré
dans les savanes, c'est que est-ce que les gens, les forces de l'ordre de défense, enfin, les forces de défense de sécurité ne vont pas t'avertir? Est-ce qu'il ne faut pas aller à la formation? Est-ce qu'il ne faut pas sensibiliser la population? Est-ce qu'il y a le temps pour la formation encore pour Non, j'ai posé une question. Cette question, je l'ai posée ailleurs. Il n'y a pas de réponse. On dit que non, ils sont suffisamment outillés. C'est vrai qu'ils sont outillés, mais la population qui est là aujourd'hui, on brandit un communiqué, on dit un matin, on arrête la population, on commence à fouiller et tout, sans motif. Je crois que la chose la plus importante, c'est la sensibilisation. Il faut aller vers la sensibilisation. Je crois que c'est l'élément moteur pour réussir ce pari-là. Et aujourd'hui, je pense que cette collaboration entre la population et les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité doit quand même s'inscrire dans une logique où ça ne doit pas avoir des clivages. Mais nonobstant tout cela, vous allez constater qu'il y a des mesures qui sont prises en accordance avec ce qui est en train de se faire, mais qui peut être en déphasage avec ce qui est annoncé. Je vais m'expliquer. Récemment, vous avez vu que le ministre de l'administration territoriale a pondu un communiqué pour interdire la création ou peut-être comment ils appellent ça, l'implantation des églises et sûrement même envoyant la note au maire et au préfet d'interdire l'implantation des églises. Alors, vous êtes dans une région où il y a ce problème qui existe. En même temps, les gens veulent peut-être vaquer à leurs occupations de façon religieuse puisque souvenez-vous que le Togo est un État laïque et qu'on ne peut pas quand même obliger ou interdire à quelqu'un de créer sa religion quand il répond aux conditions requises. Maintenant, la question qui est posée, qu'on parle de nuisances sonores. Si c'est pour des nuisances sonores, ça ne doit pas quand même être orienté ou ciblé vers des églises. Mais nous sommes en train de lier ça par rapport à cet état d'urgence sécuritaire qu'on est en train de pouvoir instaurer dans une région, puisqu'on n'a pas dit que c'est seulement à Lomé qu'on ne va pas créer des églises. Et ailleurs, quand vous montez vers le nord, les gens vont vouloir peut-être créer des églises. C'est le seul centre où ça peut, peut-être les gens peuvent se rechausser par rapport aux soucis actuellement, surtout liés à la vie chère que vous connaissez. Il faut que les gens peut-être trouvent d'autres façades pour pouvoir se rechausser. Mais ici, la question de l'état d'urgence sécuritaire, moi, à mon avis, elle est appréciée. Mais les fondamentaux, c'est-à-dire ce qu'on va utiliser comme matière pour pouvoir gérer cet état d'urgence sécuritaire-là, c'est de ça qu'il est question. Au lieu que cela puisse s'arranger, plutôt que cela puisse créer d'autres soucis, s'il n'arrive pas à gérer cet état d'urgence-là avec tact. C'est de ça qu'il est important. Il faut que cela soit veillé à ce que qu'il y ait une participation, qu'on implique tout le monde dans la gestion de cet état d'urgence-là. Parce que, au-delà de tout, individuellement, nous ne pouvons rien. Sans la collaboration de la population, si vous êtes vu en champ défaillant avec la population, je veux bien parler des forces de l'ordre, de défense et de sécurité, sont vus, mal vus, ne sont pas acceptés. Le combat va être difficile. On peut prendre le temps pour pouvoir décréter des états d'urgence, ça ne va pas apporter. Alors, en tout cas, le chef de l'État togolais et tous ceux qui s'occupent de la sécurité au Togo, le ministre Yark et autres, ont affiché cette volonté, ont affiché tout pour pouvoir aller contre le terrorisme au Togo. Et on veut passer par l'état d'urgence. Comment vous voyez cela, vous, Gabin Adjao? J'apprécie la promptitude avec laquelle le chef de l'État et son gouvernement ont réagi face à cette situation. Maintenant, il va falloir que les forces de l'ordre assurent leur charge, comme ils ont d'ailleurs à le faire sur d'autres terrains, MINUSMA, au Tchad et un peu partout. Il va falloir que moi, je parlerai beaucoup plus de formation dans la sociabilité avec la population, parce que on se souvient lors du couvre-feu de Covid, il y a eu des décès et autres, et d'autres mauvais actes qui ont été commis de la part de nos amis forts de l'ordre. Aujourd'hui, il va falloir régler ces problèmes-là. Il faut être serein. Et créer une certaine symbiose avec la population, parce qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme sans qu'il y ait une inimitié entre la population et les forces de l'ordre. Et il va falloir créer cette inimitié-là pour que, même si les populations constatent certaines choses, qu'ils puissent
avoir la volonté, la possibilité d'accéder facilement aux forces de l'ordre pour leur dire que voilà, on est en train de constater qu'il y a un intrus ici, il y a un problème par ici, et c'est en collaboration qu'on peut arriver à endiguer le terrorisme. Et je pense qu'ils ont véritablement ciblé la zone, parce que là, c'est les savanes et c'est l'embouchure par laquelle les terroristes viennent. Les terroristes ne viennent jamais par le sud, parce que le sud est déjà en voie de développement et la population est beaucoup plus informée, alors qu'au nord, on parle beaucoup plus de pauvreté, de précarité, tout ça. Et il est beaucoup plus facile de corrompre un pauvre que de corrompre quelqu'un qui a au moins le pain journalier. Donc il va falloir que non seulement on crée un cadre sécuritaire, mais aussi qu'on supporte financièrement et côté nourriture ces populations-là, pour que la population sache réellement qu'on a des dirigeants avec nous et ils peuvent nous apporter secours quoi qu'il en soit, et ne pas se laisser libre à ces gens-là qui vont venir les corrompre avec quelques sous pour rester avec eux, commettre l'irréparable à perte. Donc félicitations on peut le dire, félicitations au chef de l'État et à son gouvernement, qu'il soit beaucoup plus vigilant, parce que le terrorisme, c'est une affaire de tous et nous sommes tous concernés. Firmin Tekou Agbo, tout ce qu'on met dans le mai de état d'urgence, qui est important aujourd'hui, il faut le souligner, est-ce qu'il ne faut pas une certaine sensibilisation, comme l'ont dit tout à l'heure, Gabin et puis comme Valentin Mayaba? Je ne sais pas si les gens se rappellent un peu l'état d'urgence que François Hollande avait décrété en France. Spécialiste de la politique française. Il se réfère toujours à la France. En 2015, parce que les Français sont, excusez-moi, un peu bavards, et la politique est tellement vivace et vivante, quoi. Et la politique est riche. Le discours politique est quotidien en France, donc ça inspire. Je ne sais pas si les gens se rappellent un peu l'état d'urgence que François Hollande avait décrété, surtout suite à l'attaque terroriste du 13 novembre 2015. Et ça avait duré des mois et même des années. Parce que par rapport à certaines villes, il y avait certaines villes qui avaient été ciblées, dont Nice. Et pratiquement 17 mois. Pratiquement 17 mois. Donc ça avait fait un peu mal à la liberté individuelle. Parce qu'au nom de cet état d'urgence sécuritaire, donc, les rassemblements de 10 personnes, 15 personnes même étaient interdits. Quand on vous voit en groupe, vous dépassez 5, vous atteignez 7 comme ça, la police peut venir vous prendre et vous commencez par vous interroger. On peut faire des descentes dans des maisons, dans des boutiques. Ça veut dire que la liberté individuelle est strictement réduite. Elle est restreinte fondamentalement. Et la police, c'est la police qui est reine. C'est les gendarmes qui sont rois, ce sont eux qui dictent la loi. C'est ça l'état d'urgence. Vous voulez dire qu'il faut aussi l'expérimenter, si on peut le dire autrement? Oui, l'état d'urgence, c'est comme une mesure exceptionnelle. Et aux mesures où c'est comme une circonstance, il y a une circonstance exceptionnelle et il faut prendre une mesure exceptionnelle. Donc, est-ce qu'on a expliqué tous ces paramètres-là à nos frères des savanes? Parce que si on n'explique pas ça, les gens ne sauront pas ce qui serait en train de se passer. Voilà. Et les gens vont crier partout pour dire que la liberté, ainsi la liberté est restreinte, que c'est la dictature, par-ci, par-là. Est-ce que la population est associée à la communication? Est-ce qu'il y a une communication qui est faite dans le milieu pour dire aux gens que pendant 3 mois, vous allez perdre, ça va être dur, vous allez perdre une bonne partie de vos libertés individuelles. C'est-à-dire la liberté individuelle, ça va disparaître. La liberté d'association va disparaître. Peut-être même la liberté religieuse. Peut-être à 18h, vous allez prier. On vous dit à 18h, tout le monde chez lui, à la maison. Oui. On dit à 18h, il y a couvre-feu, personne ne sort. Oh, à 18h, vous devez aller voir votre pasteur. Vous devez aller voir votre imam pour qu'il prie pour vous. Vous devez peut-être aller voir votre féticheur. Vous devez aussi aller à l'hôpital. Vous devez peut-être aller aussi à l'hôpital. Est-ce qu'on a expliqué tout ça aux gens? Donc moi je me dis, New World est tellement suivi au nord, mais il faut d'autres canaux de communication pour expliquer fondamentalement à la population ce qui les attend. Pour qu'on n'ait pas après des problèmes et pour que les défenseurs des droits de l'homme ne se lèvent pas après pour dire qu'il y a la liberté individuelle qui est tellement restreinte au nord de notre pays, dans les savanes, et que la population ne s'en sort pas. Et aussi, ça va toucher le côté social. Parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit.
Et pendant la nuit, vous n'oubliez pas ce que nous avons vécu avec le coronavirus. Quand il y a toujours ça dans l'état d'urgence sanitaire. Vous avez parlé de ces mesures sociales, il faut aussi peut-être des accompagnements. Il faut des accompagnements. Parce que du moment où le gouvernement peut-être a déjà débloqué des milliards, si on peut le dire ainsi, pour développer la zone, il faut accentuer à ce niveau-là pour que la population puisse avoir de quoi se nourrir. Parce qu'il y a des gens, il y a des bars qui fonctionnent les nuits. Il y a des bars qui fonctionnent la nuit. Ça va agir. Je ne vais pas vous amuser, mais quand on va au culte le soir, on cotise. Et avec cet argent, on nourrit peut-être le pasteur. Donc, on nourrit le pasteur. Donc, il faut que l'État tienne compte de tous ces paramètres-là. Ce n'est pas parce qu'on décrète l'état d'urgence sécuritaire et puis c'est fini. Donc, tous les jours, les soldats vont se mettre, vont se positionner dans les rues et après on décrète couvre-feu. Non, c'est une très bonne chose pour assurer la sécurité de la région. Mais encore qu'il y ait une sensibilisation assez fournie, assez importante pour qu'on ne parle pas après de petits soucis ou de violations des libertés individuelles, des libertés collectives, parce que pendant ce temps, vous ne serez même pas amené à faire des réunions de vos associations. Les réunions, peut-être les regroupements dans des maisons, les regroupements dans des quartiers, peut-être les matchs même de football peut-être vont être interdits pour un moment, parce qu'on veut savoir qui est qui, on veut tout contrôler. C'est une très bonne chose, ces mesures prises, c'est une très bonne chose, mais ce qu'on demande au gouvernement, c'est de communiquer assez. Et puis, comme vous l'avez dit, que l'accompagnement financier y soit. Et là, je pense que ça va être au-delà de... Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Non, très vite, on a encore 2 minutes. Oui, ce que nous disons, c'est que l'accompagnement financier, je crois que ça ne peut pas rentrer dans ce cadre-là. Parce que, selon l'explication qui a été donnée, cet état d'urgence sécuritaire ne va pas empêcher les populations de vaquer à leurs occupations. Donc les activités vont continuer même tard dans la nuit. Non, maman, ça peut continuer tard dans la nuit. C'est ce que le ministre a dit. Mais peut-être qu'il y aura surveillance. Justement, il y aura surveillance. Il peut y avoir des remontées d'informations liées à tel acte ou à tel groupe. C'est justement les rassemblements à un niveau donné. Les forces de l'ordre de sécurité, de défense de sécurité ne vont pas faire des descentes comme ça. C'est lorsqu'ils ont eu des remontées avec la collaboration. Ils ont des informations peut-être. Justement, avec la collaboration avec les populations qui peuvent essayer d'aller à partir de cela pour mener une enquête. Là, ils peuvent dire que, bon, vous savez, il y a tel groupe que j'ai soupçonné. En ce moment, ils peuvent peut-être descendre pour parler de contrôle de l'identité. On peut peut-être leur remonter une information liée à un étranger qui a fait ceci et ceci. On peut peut-être prendre le milieu là et commencer à faire chose. Je crois que chacun va vaquer à ça. Mais ce qui est important de noter, il ne faut pas que les gens pensent que l'état d'urgence sécuritaire dont on a décrété va empêcher, ça il faut le noter, va empêcher les gens de vaquer à leurs occupations. Mais cela va se faire dans le strict respect de la règle prédite par cet état d'urgence décrété par le gouvernement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si vous êtes 3 ici, ceux dont vous discutez, on peut toutefois descendre ici pour vous questionner, mais vous ne devez pas vous paniquer. L'essentiel que vous donnez des informations, les vraies, on peut les remonter. Les pièces d'identité. Les pièces d'identité. Cette question est importante parce que nous connaissons les savanes. Combien de personnes ont carte d'identité? C'est aussi la question. La question, elle est fondamentale là-bas. C'est pourquoi nous disons que les jeunes, heureusement actuellement, qu'ils sont en train de mener des activités sociales, des activités, enfin, les forages, tout ça, là, ils sont en train d'implanter. Ils ont départi pratiquement 160 milliards qu'on va débloquer dans Moi, je vais juste ajouter un petit truc. 30 secondes. Juste un petit truc. Quoi qu'on puisse dire, quoi que le gouvernement puisse dire par rapport à ça, l'état d'urgence, c'est une mesure exceptionnelle qui viole les règles fondamentales du droit. Oui, je suis d'accord. Donc, quoi qu'on puisse dire, l'état d'urgence décrété là, ça va violer la liberté économique à un moment donné. Forcément. Oh, forcément. Alors, ça a été un plaisir de vous avoir. Chers invités, on a parlé du Bénin. On veut formaliser un cadre d'échange avec les anciens chefs d'État. On a également parlé du Rwanda, Paul Kagame. Pour Paul Kagame, il est inadmissible que l'Ukraine, qui a 44 millions d'habitants, nourrissent l'Afrique qui a 1,4 milliard d'habitants. Et puis Sénégal, Yehu Askanui annonce une nouvelle mobilisation pour vendredi. Et on a parlé du Togo pour finir. Le gouvernement décrète l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Vous êtes juriste et analyste politique. Merci également aux journalistes Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Firmet Tekouago, merci à vous. Vous êtes chroniqueur politique
et directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom. Merci également à nos chers amis, toujours scotchés. Merci pour vos remarques, on est toujours ensemble. Excellente suite de nos programmes. Merci.